Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans Rencontre. L'élection de Donald Trump a fait l'effet d'une bombe politique aux États-Unis et dans le reste du monde. Et comment la Chine a-t-elle réagi à cette élection et quel impact vont avoir son arrivée à la Maison-Blanche sur la relation sino-américaine? Aujourd'hui, nous allons en discuter avec nos invités. Avant cela, je vous propose de regarder ce reportage. L'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche va-t-elle ouvrir une période de tension entre les États-Unis et la Chine ? Depuis début décembre, Donald Trump multiplie les attaques contre le gouvernement chinois. Le vendredi 2 décembre, il ignorait 40 années de tradition diplomatique en conversant par téléphone avec la dirigeante taïwanaise Tsai Ing-wen, rompant avec la ligne de conduite suivie par les présidents américains depuis l'établissement des relations diplomatiques avec Beijing en 1979. Quelques jours plus tard, le président élu lançait une nouvelle offensive sur le réseau social Twitter, accusant la Chine de dévaluer sa monnaie et de taxer lourdement les produits qui rentrent dans son pays. Les experts économiques ont aussitôt rappelé que la Chine avait puisé largement dans ses réserves de devises étrangères afin de soutenir la valeur de sa monnaie, le yuan, une activité qui aide les exportateurs américains dans une période où les marchés exercent une très forte pression à la hausse sur le dollar. Durant la campagne présidentielle aux États-Unis, Trump avait promis d'imposer une taxe de 45% sur les produits importés chinois afin d'encourager l'industrie manufacturière américaine. Le ministère des Affaires étrangères chinois a réagi en conseillant une approche plus conventionnelle. Le ministère a également rappelé que pour maintenir le bon développement des relations, il était nécessaire que les deux parties fassent des efforts conjoints basés sur l'adhésion à certains principes importants des relations bilatérales. Alors aujourd'hui sur notre plateau, nous recevons deux invités. Monsieur Chen Ruolin, vous étiez correspondant du quotidien Wenhui, un grand quotidien chinois en France. Et vous avez travaillé en France pendant près de 20 ans. Et vous êtes l'auteur du livre « Les Chinois sont les hommes comme les autres » chez l'édition de Noël. Et vous êtes maintenant chercheur aux Instituts des études sur la Chine à l'Université de Fudan. Bienvenue dans notre émission. Bonjour. Et Monsieur Richard Axe, vous êtes correspondant de Paris Match et du Parisien en Chine et vous avez commencé à travailler avec la Chine peu après son ouverture. Bienvenue dans notre émission. Alors, on a vu que l'élection de Donald Trump a fait beaucoup de bruit dans le reste du monde et même aux États-Unis, mais on a vu que la Chine a réagi assez prudemment, si on peut dire, à ce résultat. Comment interprétez-vous l'attitude chinoise face à l'élection de Donald Trump ? Voilà, je crois qu'en Chine, ça fait deux parties. Tous les élites ne croyaient pas que Trump puisse gagner cette élection. J'ai rencontré beaucoup d'intellectuels, beaucoup de, par exemple, chercheurs, beaucoup responsables d'un institut, très peu qui ont noué un lien avec le groupe Trump. Parce qu'ils tous pensaient que ce sera Hillary Clinton. Une fois Trump, le résultat annoncé, Trump élu, quand les politiques chinois demandent « Enfin, qui est Trump ?» Alors, ils demandent, ils cherchent ceux qui ont des relations avec le groupe Trump. Ils ont trouvé très peu de gens, en fait, certains instituts. Il n'y a qu'un ou deux instituts des études sur les études sur les États-Unis qui ont noué un lien direct avec le groupe Trump. Ça, c'est un fait extraordinaire. De l'autre côté, dans l'opinion publique, apparemment, beaucoup de gens ordinaires, comme vous et moi, comme les gens qui ne sont pas des chercheurs experts des États-Unis, croyaient dès le début que Trump va gagner. Pourquoi ? C'est parce qu'il est original, parce qu'il a dit des choses vraies, parce qu'il est contre la mondialisation, parce qu'il est contre l'établissement de Washington. Et finalement, c'est eux qui ont raison. On ne peut jamais analyser une élection, comment dirais-je, avec des raisons. Dans une élection, il y a toujours des choses imprévues. L'émergence de la Chine ne dépend pas des États-Unis, mais cela dépend de nous-mêmes. Si nous ne commettons pas des erreurs,
l'émergence de la Chine est irréversible, je crois, premièrement. Deuxièmement, la Chine, aujourd'hui, est le premier pays producteur industriel dans le monde, qui a dépassé déjà largement les États-Unis. Je crois que dans avec cette statut, la Chine n'a pas besoin d'avoir peur d'un président élu comme Trump aux États-Unis. Vous avez travaillé en Chine pendant très longtemps et quel constat faites-vous sur l'élection du nouveau président américain? Pensez-vous que finalement il aura une influence sur la relation entre la Chine et les États-Unis? Je pense que de toute façon, la Chine pour l'instant, elle attend de voir, c'est assez clair, hein. Il n'y a pas de réaction particulière, il y a eu un petit incident par-ci par-là, parce que bien sûr, Donald Trump, dans son discours actuel, avant d'être président, met en cause la Chine par-ci par-là. On va reparler on va en parler. Détail, oui. Je pense que donc il n'y a que des paroles là-dedans. On verra ce qu'il en est lorsqu'il sera à partir du 20 janvier vraiment président. Mais ce qu'on peut dire, c'est que on a affaire là à un nouveau président des États-Unis qui veut changer la position des États-Unis sur des tas de questions internes, internationales. Et c'est ça qui déroute un petit peu. À propos plus précisément de la Chine, ou bien il croit fermement tout ce qu'il dit, et donc, entre autres choses, c'est très important pour lui de diminuer l'influence chinoise sur l'économie et la puissance chinoise actuelle, ou bien ce qui est aussi possible, il avance des positions très fermes et provocatrices afin de pouvoir entrer dans une négociation en bonnes conditions avec la Chine. Mais en tout cas, on est face à un nouveau président américain qui, dans tous les cas, veut réaffirmer la puissance américaine. La grandeur. Et surtout, je pense, ce qui a surpris tout le monde jusqu'ici, c'est qu'il a remis en cause le fondement de la relation diplomatique entre la Chine et les États-Unis en entamant d'abord une conversation téléphonique avec le dirigeant de l'île de Taïwan. Et puis, quand il est sur la chaîne Fox News, il a déclaré ne pas voir en quoi les États-Unis devraient être liés par une politique d'une seule Chine, à moins de conclure un accord avec la Chine sur d'autres choses, dont le commerce, et juger que le principe d'une seule Chine n'engageait que Pékin. Donc, comment interprétez-vous ces paroles? Ça montre, comment dirais-je, l'ignorance totale de l'histoire de Donald Trump. Étant président élu, il peut se permettre encore de dire n'importe quoi, mais un jour, quand il prendra le serment, il ne peut plus dire ça parce que ça va créer une situation inédite. Parce que la reconnaissance de la Chine unique, c'est-à-dire Taïwan appartient à la Chine, ou plus précisément, plus exactement, le moment où Nixon a établi son voyage en Chine, il a déclaré dans la déclaration conjointe des deux parties, il a dit que les deux parties de Chine reconnaissent qu'ils appartiennent à une seule Chine. Les États-Unis ne contestent pas ce fait. Donc, Taïwan et la Chine appartiennent à une seule Chine. C'est la base, c'est le début de la Chine unique des États-Unis. Même après les États-Unis, le Congrès américain a voté une loi sur les relations avec Taïwan. Cette base n'a pas changé. Évidemment, j'ai l'impression que Donald Trump ne connaît pas suffisamment l'histoire. Il pensait que cette politique de la Chine unique
peut négocier avec la Chine, peut échanger quelque chose, comme par exemple supprimer les dettes américaines, ou ça, il se trompe. Il se trompe que pour nous, les Chinois, l'appartenance de Taïwan à la Chine est une politique, est un principe non négociable. J'ai l'impression que lui, il a vraiment pris ça comme une condition pour marchandiser. C'est possible. C'est-à-dire c'est surtout une volonté de retour en arrière assez curieuse d'ailleurs. Il veut revenir aux années 60, ce qui signifie une certaine nostalgie d'une autre Amérique. Et il ignore ce que Nixon, effectivement, avait décidé en 72, je crois. Oui, son fameux voyage en Chine. Oui, il est possible qu'il y ait des lobbies. Mais il est à noter que d'abord, il a entamé cette conversation téléphonique avec le dirigeant de Taïwan et juste après, la Maison-Blanche a déclaré, a réassuré la Chine que les États-Unis sont toujours pour la Chine unique, cette politique n'a pas changé. Et puis après, il a encore déclaré que, alors ce que j'ai cité, quand il a reçu sur le Fox News qu'il ne voit pas en quoi les États-Unis devraient lier par une politique d'une seule Chine. Oui, mais c'est possible, je reprends un argument, que ce soit une façon d'entrer dans une négociation avec la Chine. Le statut de Taïwan, même s'il présente une forme un peu dépassé du statut de Taïwan, ça lui serve à obtenir quelque chose de la Chine. Dans son esprit, c'est peut-être ça. Moi, ce qui m'interroge le plus, c'est la situation dans laquelle il met Taïwan dans cette affaire-là. Ça inquiète beaucoup les Taïwanais parce qu'ils se revendent à un prix. C'est assez curieux, oui. Il me manque peut-être des éléments, mais j'ai peine à croire qu'il y a une complicité entre la présidente de Taïwan et Trump sur cette affaire. J'ai un petit peu peur pour Taïwan que Taïwan soit un petit peu entre les deux et je ne sais pas très bien où ça va. Il faudra voir une fois qu'il sera devenu président comment il gère cette question. Il ne faut pas oublier que Donald Trump est un commerçant et quelqu'un qui fait des commerces. C'est-à-dire tout est négociable. Ouais, il faut négocier pour gagner de l'argent. C'est possible que ce soit ça. Oui, je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose. Mais il a oublié que dans la politique internationale, il y a des choses non négociables, dont la statut de Taïwan est non négociable. Il faut qu'il le comprenne. Il faudra voir comment ça évolue. Oui. Alors, autre chose, c'est qu'il a également posté des messages sur son compte Twitter sur des éléments comme la manipulation de devises de la part de la Chine et la situation dans la mer de Chine méridionale. Alors, pensez-vous que à quoi est-il en train de penser quand il publie des Twitter sur ces choses assez importantes? À mon avis, c'est aussi quelqu'un qui ne connaît pas la situation actuelle des États-Unis et de la Chine. Peut-être il connaît bien son pays. Durant les campagnes, surtout durant la primaire, il a beaucoup critiqué Washington et Wall Street, disant que c'est eux qui ont mis les États-Unis dans une situation misérable. Hein. Il y a tant de pauvreté, il y a tant de gens qui n'arrivent plus à se faire soigner, etc. etc. Et surtout, il a dit les États-Unis n'ont plus suffisamment d'argent pour assurer la protection du monde entier avec ses alliés, etc. Mais il ne connaît pas l'autre côté, il ne connaît pas la situation de la Chine. Il pensait peut-être que les États-Unis aient encore une seule superpuissance, même hyperpuissance dans le monde. Et il pensait que si je dis non, les autres vont trembler. Mais non, la situation a changé. La situation n'est plus telle que... Oui, mais attention, mais c'est exactement ce qu'il veut rétablir. Voilà. Qu'ils connaissent ou pas, on sent un état d'esprit, une mentalité de retour
à une puissance américaine un petit peu Justement, un petit peu moins forte justement ces derniers temps. il croyait qu'il suffit d'avoir cette volonté. Les États-Unis puissent revenir comme la hyperpuissance mondiale. Mais non, attendez. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, est-ce qu'il y a un pays qui est le plus grand producteur du monde, c'est-à-dire sa puissance industrielle est le numéro un, puisse être battu par son adversaire? Jamais. L'industrie a gagné toujours. C'est-à-dire, le moment où l'Angleterre a envoyé des vaisseaux dans le monde entier, il est le numéro un, le pays le plus puissant de la planète, le pays le plus puissant du point de vue industriel. Quand les États-Unis est devenu hyper puissance mondiale, sa puissance industrielle est numéro un mondiale aussi. Et aujourd'hui, ce n'est plus les États-Unis, c'est la Chine. Depuis 2010, la Chine a dépassé les États-Unis. D'accord, mais on voit bien que dans la conception du monde de Trump, ça suffit. C'est-à-dire que... Mais il y a une question, est-ce qu'il y a vraiment une conception du monde? Et il y a des experts qui disent que tous les présidents des États-Unis précédentes, ils ont un grand dessin du monde. Et maintenant, avec Trump, il n'a pas ce grand dessin. Il a pour chaque pays et chaque chose, il voit l'opportunité de marchandiser, de négocier, mais il n'a pas un grand dessin. Si, quand même, je trouve qu'il y a quelque chose de commun, c'est de rétablir, une volonté de rétablir une puissance américaine telle qu'elle était. Ça, c'est un peu un souvenir. et par exemple, il semble qu'il considère que les États-Unis ont trop laissé la Chine développer son économie au détriment des États-Unis. Et l'économie internationale de la Chine ne devrait pas être aussi forte par rapport à celle des États-Unis. Au minimum, je pense qu'il demandera à la Chine de faire connaître ses volontés d'avancer sur la scène américaine en matière économique. Il va y avoir une négociation là-dessus. Ce sera moins facile pour la Chine, pour un groupe chinois, d'acheter une usine en Amérique. Je pense que tout ça, c'est derrière ces grandes déclarations. Il y a quelque chose, il faudra voir, c'est difficile. Sur l'entrée dans le marché américain, ça m'a l'air assez clair. Il y aura peut-être un peu de protectionnisme, mais il faudra attention. C'est derrière ces idées-là qui sont, pour l'instant, extrêmement enflées par des phrases provocatrices, mais si c'est rationnel, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qui doit exister là. Je crois que chez Trump, tout à l'heure vous avez posé une bonne question. C'est-à-dire, est-ce que Trump a une vision globale de notre planète, de notre monde? Je crois qu'à la fois, il a une sensibilité très, très forte. Il a senti quelque chose, il a senti que si les États-Unis ne font pas un peu de protectionnisme, les États-Unis ne peuvent plus revenir comme un pays, comme hyperpuissance, surtout face à une Chine qui se développe d'une façon fulgurante. Mais en même temps, il ne connaît pas que le monde réel, par exemple, il a critiqué la Chine comme un État qui manipule les devises. Mais en fait, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que deux pays qui puissent la puissance de manipuler sa monnaie, sa devise, c'est les États-Unis et l'Angleterre. Auparavant, c'était l'Angleterre. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. La monnaie chinoise n'est même pas une monnaie de réserve et d'échange international. Il n'est même pas convertible. Ils veulent dire que la Chine veut exporter plus, elle y fait explicitement baisser son monnaie. Mais ce n'est pas vrai.
Et d'ailleurs, sans doute, mais là, ça même va être... c'est très exactement un sujet de négociation entre les deux, ça. Mais Oui. en plus, il y a des experts américains qui ont déclaré très court après ce Twitter que si la Chine n'intervient pas au taux de change, le renminbi sera encore plus bas que maintenant et que si vraiment la Chine manipule sa devise, c'est au profit des États-Unis, à l'heure actuelle. Donc, quand il le critique, c'est vraiment il met une critique, mais il ne rend pas compte de ce qui se passe réellement. C'est pour ça que je pense que ça changera une fois qu'il sera président. Ce qu'il dit là, c'est à la fois des choses qu'il doit avoir en tête depuis longtemps, et puis l'influence probable de certains autour de lui, qui sont des conservateurs typiques américains. Oui. Je ne pense pas que ce sera un axe évident du président Trump. Mais on a aussi des chercheurs qui a publié dans Foreign Policy des articles qui disent que la politique de Barack Obama du pivot en Asie revenait à parler très fort en brandissant un petit bâton. Et ils pensent que Donald Trump va mener une politique de paix par la puissance. Faut-il s'attendre à davantage d'interventions des États-Unis en Asie et sur la mer de Chine méridionale? C'est difficile de dire. On a bien vu qu'Obama a essayé d'être le plus présent possible sans faire de provocation non plus, que certains de ses alliés l'ont lâché en route, je pense aux Philippines, et que donc désormais, ou bien la priorité absolue pour Trump, ce sera l'Amérique elle-même, marché intérieur et tout ça, ou bien il va se servir de la position de l'armée, des sous-marins, de la marine américaine en mer de Chine du Sud, pour bien faire comprendre qu'il existe désormais, et ce sera un petit peu plus conflictuel. Je pense qu'on va voir assez vite la réponse à cette question. Il est plutôt dans une position où il considère qu'il faut montrer sa force. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Oui, il faut rester prudent, je crois. Oui, je pense qu'il y a une ligne rouge que les deux parties, les États-Unis et la Chine, ne peuvent pas franchir, c'est-à-dire une guerre chaude. Voilà, pas guerre froide. Parce que ces deux puissances nucléaires, on ne peut pas prendre le risque d'avoir un conflit militaire sur la mer de la Chine. Moi, je ne pense pas, d'ailleurs, je ne pense pas que Trump envisage la Troisième Guerre mondiale. Je ne crois pas. Je crois fermement que... C'est pas dans son programme, en tout cas. Non. Au moins, il n'a pas annoncé. Non. Dans les négociations en Chine, on dit toujours qu'il faut toujours lancer des objectifs très haut placés. Il faut toujours demander des prix le plus élevés possible. Et après, on va négocier. Dans l'esprit de Donald Trump, je crois que avant d'arriver au pouvoir, il faut tester son adversaire. Je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il est en train de faire. Il teste tous les adversaires pour à quel point il peut aller. C'est un point de vue que je trouve très intéressant. Il est peut-être en train de tester, et on verra une fois qu'il sera président où il en sera. Mais est-ce qu'il va garder l'habitude de poster des politiques diplomatiques sur Twitter? Ce sera très imprudent. Peut-être qu'il le fera, mais alors là, ça aura des conséquences, une fois qu'il sera président, redoutables. On va analyser le moindre petit mot qu'il dira. Si j'étais un de ses conseillers, je lui dirais de faire attention. Est-ce que Donald Trump peut vraiment contrôler, diriger les États-Unis? C'est-à-dire, il a la CIA, il a la FBI, il y a l'armée, même il y a le secrétaire d'État. Est-ce qu'il peut réellement le contrôler? Parce que, vous savez, aux États-Unis, quand un président est élu, il avait toujours derrière lui un groupe qui plante déjà partout
dans les gouvernements, dans les Et différents... pourquoi ce serait différent là? Alors, Bien lui, sûr qu'il a des hommes à lui Oui, qu'il il a- va pouvoir je ne placer crois un peu pas partout, vraiment. mais il aura certainement des oppositions que Ouais. n'avaient pas d'autres. Ça, c'est possible. Mais est-ce que- voir un mais- peu son nomination, déjà sont tous des patrons de grandes entreprises qu'il a nommés au poste important. Est-ce que ça va vraiment... Il est en train de constituer une équipe qui existera, bien sûr. Oui, mais cette équipe ressemble à une entreprise. C'est tous les chefs d'entreprise qui vont être assumés des fonctions publiques et on s'inquiète du pouvoir de ce lobbying pétrolier qu'il peut avoir sur les politiques. Il peut y des avoir, États-Unis. si ça se passe mal, il peut y avoir une contestation, une remise en cause est toujours envisageable. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à ce qu'il soit destitué? C'est ça la question au fond. Je ne crois pas a priori. Il a quand même un minimum d'habileté. Et Attendez, parlons- si je Oui. posais cette question, si je dis qu'il faut faire très attention, c'est qu'il a une histoire entre les États-Unis et la Chine durant des années 90 du siècle dernier, bien sûr. Le moment de Clinton. Lorsque Clinton est arrivé au pouvoir, il y a un bombardement de l'armée américaine, de l'OTAN, contre l'ambassade de Chine à Belgrade. Belgrade. Jusqu'à aujourd'hui, on ne savait toujours pas que si c'était vraiment, comme Clinton a dit, une erreur ou c'était la volonté de l'armée américaine. On ne comprend pas comment un pays comme les États-Unis puisse commettre une telle erreur, disant qu'à cause d'une plante, ils se sont trompés utilisant un ancien plante. Vous le croyez? Moi, je ne peux pas le croire. Ça, on peut Alors- en parler longtemps, je ne sais pas. Voilà, justement, c'est-à-dire, il a deux possibilités. Soit c'est que Clinton veut frapper la Chine, veut punir la Chine, je ne crois pas. De l'autre côté, c'est-à-dire, lui-même, il ne savait pas un tel événement. Donc, il était manipulé par son armée. Très brièvement, pour un résumé, comment voyez-vous le futur de la relation sino-américaine sous Trump? Le futur de la relation sino-américaine sous Trump est un peu incertain. On voit bien que Trump va forcément consacrer une grande partie de son énergie à la situation intérieure aux États-Unis. Ça, c'est la première chose. Sur le plan extérieur, c'est ses conceptions du commerce et des règles économiques qui vont déterminer beaucoup de choses. Il va vouloir rétablir une certaine position américaine. Il considère sans doute que la Chine s'est trop développée. Il y aura quelque chose, un blocage qu'il faudra négocier. Voilà, à partir de là, il a une position embellie, un souvenir embelli de ce qu'est la puissance américaine. Entre les relations entre les États-Unis et la Chine, avec l'arrivée d'un nouveau président, c'était toujours le même scénario. C'est-à-dire, au début, il y a des conflits partout, économiques, politiques, géopolitiques, etc. Partout, il y aura des petites couacs, hein. Mais sous contrôle, pas trop, pas moins, mais pas trop. Mais à long terme, je crois que les pays vont s'entendre, parce les deux pays sont condamnés à s'entendre, parce que c'est deux puissances économiques, les deux premières puissances économiques et nucléaires. Alors, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à notre émission d'aujourd'hui et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.